à la positive Mélanie Ravier. Mesdames, Messieurs, honorables membres du jury, permettez-moi aujourd'hui de vous faire une proposition des plus originales. Et si nous renvoyions tous les étrangers chez eux? Chaque réfugié, chaque migrant, chaque fils de migrant, chaque fille de migrant, hors des frontières européennes. Je sais, quelle idée innovante. Je vous propose par conséquent de renvoyer chez eux les descendants des 600 000 Russes arrivés en Allemagne après les révolutions bolcheviques, mais aussi les plus d'1 million de pieds noirs, juifs et musulmans d'Algérie, arrivés en France après la guerre en 62. Nous pourrions renvoyer chez eux les 37 millions de personnes nées en dehors de l'Union européenne qui y séjournent actuellement. Diviser les familles, déraciner les enracinés. Et si nous refusions les 400 000 demandeurs d'asile en provenance de Russie, d'Afghanistan, de Syrie, du Venezuela? Attendez, j'ai mieux. Et si nous refusions les 4 millions d'Ukrainiens qui frappent à notre porte en fuyant leur pays en guerre? Non. Nous ne pouvons pas faire ça. L'Europe ne peut pas faire ça, car l'Europe est par essence une terre d'accueil. Comment pouvons-nous penser le contraire, alors que nous sommes tous et toutes issus de l'immigration? Une personne sur 2 dans cette salle est un enfant, petit enfant, descendant d'immigrés. C'est l'essence même de l'Europe, et si ancrée en nous, que nous avons fait tomber nos barrières, nos frontières, pour ne fonder qu'une seule Europe unie. Une fédération de cultures, de pays. Cette Europe accueille tellement qu'elle a décidé de ne plus diviser ses habitants en érigeant des frontières entre eux. N'êtes-vous pas fiers de vous improviser pizzaiolo parce que votre grand-mère était italienne? Eh bien, ce serait impossible sans l'immigration. Nous sommes historiquement issus de l'immigration. Nous vivons sur une terre d'accueil, de mouvement, qui est le berceau de nos droits. Je conçois. L'humain n'est pas parfait. Notre Europe n'est pas parfaite. Nous commettons des erreurs. Mais par pitié, marchons dans le bon sens. Ne laissons pas derrière nous ce qui fait l'essence même de ce que nous sommes. Une Europe qui accueille et protège. L'Europe n'est pas une forteresse. Pourquoi construire une forteresse? L'Europe veut-elle repousser cette truandaille d'étrangers? Les descendre depuis les machicoulis pour protéger la dame? Forteresse. Quel terme bien moyenâgeux pour un continent aux idées si modernes. Pourtant, de nos jours, on les entend tout de même, du haut de leur tour de papier. Les détracteurs hurlaient « Les immigrés profitent de nos allocations, volent notre travail », alors que notre continent a besoin de l'immigration. Pour enrayer sa décroissance démographique? Pour nous ouvrir aux autres cultures? Pour préparer des kebabs dignes de ce nom? Oui, mais il y a trop de demandeurs d'asile. L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Vraiment? Quelle honte! Quelle honte! Allez dire ça à ceux qui meurent sous les bombes en Syrie. Notre continent est l'un des plus riches du monde et a tout à fait la capacité d'accueillir les étrangers qui frappent à sa porte. Sommes-nous prêts à bafouer le droit international pour repousser celles et ceux qui nous sont différents? Sommes-nous prêts à marcher sur l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Oseriez-vous me dire cela? Dans le palais des droits de l'homme. J'entends beaucoup trop ceux qui veulent faire de l'Europe une forteresse. Mais ce que je vois est bien différent. Ce que je vois, c'est Christiane, qui accueille des réfugiés ukrainiens chez elle. C'est Stéphane, qui fait une grève de la faim pour que son apprenti puisse rester travailler avec lui. Ce que je vois et ce que je vis, c'est ma classe de seconde, qui écrit une lettre au préfet pour que Ronaldo puisse terminer sa scolarité avec nous. Ce que je vois enfin, c'est Juan. Juan prête son maillot du Real Madrid à Amir, parce qu'il vient d'arriver de Syrie et qu'il n'a pas assez de vêtements. Chacun de ces destins est unique. Chacun de ces Européens représente nos valeurs d'accueil. Nous sommes face à un choix. Renforcer notre puissance européenne à travers l'immigration, en continuant d'accueillir, en le faisant dignement, ou renoncer. Renoncer aux valeurs qui sont les nôtres, que nous avons toujours défendues, en faisant de l'Europe une forteresse. L'Europe n'est pas une forteresse, et ne les laissons pas faire. Ne les laissons pas construire des murs, alors que nous avons eu tant de mal à abattre les nôtres. Ne les laissons pas bafouer notre histoire, notre culture. Les Européens ont l'accueil dans leurs gestes et dans leur sang. Avec près de 1000 ans d'histoire derrière nous, de quoi avons-nous peur? Quand on sait que chaque expulsion est un drame, que 20 000 personnes expulsées, ce sont 20 000 drames humains,
il est urgent. Urgent que l'Europe cesse de baser son approche de la migration sur la peur des migrants, la peur de son passé, la peur de l'accueil, la peur d'elle-même. Merci. Merci beaucoup. On va passer à la question du jury. Vous avez parlé de l'accueil. Est-ce que vous pouvez partager votre expérience personnelle dans ce domaine ? En tant qu'élève, par exemple, à Sciences Po, est-ce que vous avez été amené à faire quelque chose ou... Non, j'ai partagé mon expérience personnelle. Je n'ai pas eu la chance, je dirais, d'accueillir quelqu'un. Mais c'est vrai que lorsque j'étais en seconde, dans mon lycée, on avait un étudiant albanais qui s'appelait Ronaldo. Et Ronaldo était vraiment intelligent, il était intéressant, il parlait tellement de langues. Il parlait italien, français, anglais. Et il était arrivé ici parce que c'était trop compliqué dans son pays, parce que sa mère était malade, parce qu'elle ne pouvait pas être soignée. Et un jour, on a appris, donc j'étais en seconde, j'avais 16 ans, qu'il allait être renvoyé. Et là, je me suis dit, mais c'est impossible, en fait. Enfin, pas Ronaldo, pourquoi lui ? Sa maman est malade, elle n'a pas d'argent. S'il retourne en Albanie, ils sont en danger. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec toute ma classe, on a écrit une lettre au préfet, donc le préfet du Doubs. Et ça a marché, ça a fonctionné. Il a pu rester avec nous. Et d'ailleurs, il étudie aujourd'hui en italien à la faculté de Besançon. Voilà. Merci. Merci. On passe à la négative avec Citraka Rakoto. Cher jury, cher public, bonjour. L'Europe terre d'accueil, mais vu la situation dans laquelle nous vivons actuellement, ce ne serait pas une utopie litanique des europhiles. En effet, comment osons-nous encore parler de terre d'accueil quand presque tous les jours, nous entendons parler, sur le fil de nos actualités, des problèmes de migration et d'asile sur notre territoire. En plus, avec la pandémie et la guerre qui s'est déclenchée en Ukraine, l'Europe s'est de plus en plus renfermée par rapport au reste du monde. Et c'est pour cette raison que nous, ou moi, insistons pour dire qu'aujourd'hui, l'Europe est plus une forteresse qu'une terre d'accueil. Mais qu'est-ce qu'une forteresse ? On pourrait définir forteresse comme un lieu fortifié de plus ou moins grande étendue, destiné à défendre une place ou une région. Déjà là, juste avec cette définition, nous sommes dans une logique de défense face aux dangers qui peuvent venir de tout horizon. L'Europe forteresse. Oui, l'Europe forteresse. En fin de compte, ce n'est pas une expression nouvelle, car elle a déjà été utilisée auparavant, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme a été employé par la propagande nazie allemande afin de justifier ses politiques de protection du territoire du Grand Empire. Ensuite, l'expression a été vulgarisée et désigne aujourd'hui, en géopolitique, deux réalités. D'un côté, sur un aspect économique, elle désigne la politique européenne qui consiste à protéger les effets du dumping américain dans le domaine du commerce international. Nous pouvons donner ici comme exemple le cas des deux jeunes Tunisiens qui rêvaient de prendre la mer depuis la Tunisie vers les côtes italiennes, et cela coûte que coûte, au risque même d'y perdre leur vie, car ils affirment qu'avec ce qui se passe dans leur pays, avec la politique et la révolution, la vie là-bas ne vaut pas plus qu'un mégot de cigarettes. Sauf qu'une fois arrivés ici en Europe, ils se plongent dans la vente de produits illégaux et sont tentés par l'argent facile, car ils disent que les chances de trouver un travail ici en Europe, un travail stable, les chances sont fines. De l'autre côté, sur un aspect purement politique, elle fait référence à la politique anti-migratoire de certaines tendances européennes. Ainsi, par ses définitions et contextualisations, mesdames et messieurs, nous insistons sur le fait que l'Europe, actuellement, est plus une forteresse qu'une terre d'accueil. En effet, alors que la libre circulation est l'une des plus grandes lignes directrices fondamentales de l'Union européenne, la liberté de mouvement a été fortement restreinte ces dernières années. Nous vivons quotidiennement, et par rapport aux crises migratoires, et surtout récemment, par rapport à la pandémie de la Covid-19, qui était presque l'un des meilleurs alibis pour instaurer de nouvelles politiques restrictives d'entrée et de sortie sur le territoire. N'est-ce pas honteux ?
La manière de construire cette forteresse a toujours été hautement contestée, mais la crise politique européenne sur la migration et l'asile, provoquée par les arrivées de 2015 et 2016, ont renforcé notre position. La réponse de l'Europe est surtout venue des ministres de l'Intérieur, de leurs agences de frontières, puis au niveau de la Commission européenne et l'agence de Frontex. Les politiciens anti-immigration se sont saisis de l'occasion pour faire avancer les solutions visant à limiter les migrations vers l'Europe. Des idées jusque-là refusées ont repris vie. Traiter les demandes d'asile à l'extérieur ou faire des mesures d'éloignement, la clé de tous les problèmes de l'Europe. Les efforts se sont certes focalisés sur la restriction des mouvements des non-citoyens de l'Union européenne vers et au sein de l'Europe. La fermeture des frontières, retenir des personnes dans certains pays périphériques, la reprise prématurée des transferts Dublin, la limitation des regroupements familiaux, le retour fréquent à la détention, mais force est de constater que toutes ces mesures sont là pour nous montrer que l'Europe, terre d'accueil, commence de plus en plus à être une réalité fictive qui n'est présente que dans les propagandes politiques en faveur de l'extension européenne. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Cher Citraka Rakoto, ce n'était pas une thèse, puisque vous aviez le contre très simple à défendre, l'Europe forteresse. Vous avez donc fait un bel effort pour soutenir la thèse, au début notamment de votre propos. Et puis ensuite, vous avez déroulé vos convictions, des arguments très bien structurés, avec à la fois éloquence et raisonnement, que vous avez déroulé de manière très convaincante. Mélanie Ravier, là aussi une très très belle performance, beaucoup de force de conviction, aussi beaucoup de pétillance, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas vous êtes pétillante, vous êtes convaincante, aussi ce dialogue, vous posez les questions et vous répondez, tout ça c'est une présentation très très vivante, des exemples concrets. Vraiment, le jury a été séduit par votre présentation et à vrai dire, c'était un vrai casse-tête de choisir entre ces deux orateurs. Alors d'abord, on voulait vous mettre à égalité. On a dit match nul. Match nul, 2 filles en plus, voilà, avec un fort caractère toutes les deux. Et puis finalement, on a fait un choix difficile, mais on a choisi Citraka.